Merci, Monsieur le Président. Je ne reviendrai pas sur l'hommage qui a été effectué pour Nicolas Florian et je vous remercie encore du temps que vous avez accordé à cela, Monsieur le Président. Simplement dire à Mylène, au nom du groupe des Républicains, qu'elle est la bienvenue dans cet hémicycle. Je lui ai exposé ce matin comment fonctionnait ce groupe. Elle n'a pas l'air traumatisée, donc je lui souhaite la bienvenue. Monsieur le Président, comment aborder cette séance sans faire référence à l'actualité régionale et notamment aux résultats liés aux élections dans les chambres d'agriculture? Car même s'il serait probablement inapproprié de faire des amalgames, il s'agit bien là, à l'instar de bien d'autres résultats électoraux, de la constatation d'un malaise de fond. L'effet miroir d'un mal sans doute beaucoup plus profond qui traverse notre société. Car, chers collègues, si nous sommes lucides, à quoi assistons-nous depuis quelque temps maintenant? À une perte de sens de l'action publique, pour le moins, à une illisibilité de nos politiques publiques, conséquence directe, selon nous, de l'éloignement du citoyen du centre de décision, sans compter les revirements et absences de perspectives qui agitent le pays en ce qui concerne les politiques publiques. Tout ceci, bien sûr, accentué par la tyrannie de quelques minorités ou par la prise de pouvoir subliminale d'une technostructure qui, elle, ne rend jamais de compte à personne. Et, Monsieur le Président, les exemples sont nombreux. Deux d'entre eux portent des acronymes très barbares, le ZAN ou les ZFE. Le ZAN, ce dispositif de la loi climat et résilience, le zéro artificialisation nette des sols à horizon 2050, qui a fait long feu, puisqu'il était tellement mal pensé qu'il ne pouvait durer. La brutalité avec laquelle il a tenté d'être imposé aux collectivités territoriales et aux territoires, l'absence totale de réflexion sur son financement, sont autant d'éléments qui ont braqué les territoires et qui ont rendu ce dispositif pourtant, sur le fond, extrêmement intéressant, parce que le ZAN visait à promouvoir la sobriété foncière. Et je crois que dans cet hémicycle, quelles que soient nos obédiences politiques, tout le monde s'accorde à dire qu'il faut faire des efforts sur la consommation foncière dans l'avenir. Mais la façon dont le ZAN a été imposé ne pouvait pas être acceptée et bien perçue par les élus de territoire et par les territoires en général. Les ZFE, c'est pire. Les zones à faible émission qui sont en train d'être imposées dans les grandes villes ne peuvent pas être comprises par les élus et particulièrement par la population, puisque ce sont des mesures qui sont profondément pénalisantes pour les plus précaires d'entre nous. Et je voudrais le dire à nos collègues écologistes, cette mesure, elle est louable. Mais dans la façon dont elle est portée, elle ne peut pas être bien perçue. Vous savez, j'appartiens à un ensemble urbain qui est le deuxième pôle urbain de la région Nouvelle-Aquitaine, en Limousin. Et si demain matin je venais à mettre en place cette ZFE telle que cela m'est demandé par le cadre législatif, les premiers que je pénaliserais sont les ménages les plus précaires des zones rurales et je les empêcherais 2 fois par an de venir chez leur ophtalmo ou chez leur cardiologue avec le véhicule qui est le leur parce que leur véhicule est trop polluant. Et donc, là encore, on assiste à quoi? On assiste à une déconnexion totale entre l'objectif de la loi et la façon dont on peut le faire passer et dont on peut le faire accepter par les populations. Et puis, des exemples encore plus criants. On avait assisté, il y a peu de temps encore, au fiasco de Notre-Dame-des-Landes, où on a assisté à toute l'impuissance publique de l'État. Et là, en ce moment, sous nos yeux, se déroule, vous l'avez vu, la question de l'A69, l'autoroute entre Castres et Toulouse. Eh bien, à moins d'être un intégriste sur ces questions d'écologie, ce sujet est un sujet qui a donné lieu à une majorité à chaque fois qualifiée au suffrage universel direct dans toutes les élections qui ont eu lieu sur ce territoire. Ce projet a systématiquement été majoritaire dans les urnes. Ce projet est aujourd'hui très largement engagé, puisque 70% des 200 ouvrages d'art que compose cette autoroute ont été effectués. 50% du terrassement des 53 km de cette autoroute sont aujourd'hui réalisés. Et le coût, Monsieur le Président, de la renaturalisation de cet ouvrage coûterait aux contribuables entre 800 millions et 1 milliard d'euros.
Eh bien moi je vous interpelle, chers collègues, quels que soient vos bords politiques, quelles que soient vos sensibilités partisanes, comment peut-on accepter qu'un ouvrage de ce type, validé par le suffrage universel à plusieurs reprises, validé par toutes les instances délibératives, par les services déconcentrés de l'État en région, etc., puisse faire l'objet d'un arrêt total par décision judiciaire parce qu'une association ultra-minoritaire a esté en justice. Eh bien moi je peux vous dire que dans ce monde, j'ai le sentiment que les choses ne tournent absolument pas rond. Sans compter, je vous l'ai dit, les revirements qu'il y a en matière de politique publique. Monsieur le Président, vous l'avez vu, on a déposé un amendement, une motion qui, j'espère, réunira la majorité des suffrages dans cet hémicycle sur l'EPR du Blayais, sur la filière nucléaire. Là encore, cherchons à comprendre ce qui se passe. Après avoir voulu démanteler la filière, on vous explique aujourd'hui qu'il faut recréer des EPR. Là encore, que de temps perdu. Sur les énergies renouvelables, nous avons exactement la même chose. Ce pays ne tourne absolument pas rond. On vous dit, faisons des lois visant à promouvoir les énergies renouvelables. Les grands groupes d'énergéticiens font des projets. On en a un chez nous, Monsieur le Président, avec la société Engie, qui est le projet Oriseo, pas très loin d'ici, où le projet répond à tous les attendus de principe de la loi. Sauf qu'aujourd'hui, on regarde la consommation de l'espace, on vous dit ce projet ne pourra pas le faire. Donc on est bourré d'injonctions contradictoires qui nous empêchent de fonctionner et qui nous empêchent de redonner de la crédibilité à l'action publique auprès de nos concitoyens. Une perte de sens qui, au final, se traduit comment? Elle se traduit par de la défiance. Parce que, cher Jean-Pierre Reynaud, que dire à des pomiculteurs ou à des producteurs de noisettes du Lot-et-Garonne qu'il ne faudrait pas qu'ils votent pour un syndicat dont je ne tairai le nom, et qu'il faudrait qu'ils continuent à être raisonnables lorsque, bien que structurés en coopérative, on leur apprend qu'ils n'ont plus le droit d'utiliser un certain nombre de produits. Le dernier écotinoïde de France, l'acétanitride, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est le produit qui permet de traiter le balanin et la punaise diabolique. Alors n'y voyez surtout aucune vision envers personne. Hein. Mais la punaise diabolique et le balanin détruisent la noisette. Et aujourd'hui, Président, vous n'êtes pas sans savoir que la filière noisette de Nouvelle-Aquitaine est en train de disparaître. Puisque sans capacité à utiliser ce produit, tenez-vous bien, chers collègues, produit qui est utilisé non pas en Europe de l'Est ou en Amérique latine, hein, produit qui est utilisé en Espagne, en Italie, en Pologne. Eh bien, ce produit-là, qui est interdit en France, fait que la production de noisettes du Lot-et-Garonne est passée de 30 000 tonnes, cher Jean, à moins de 10 000 tonnes cette année. Et la projection, selon les producteurs, c'est que la filière va tout simplement s'éteindre ou que pour garder leur marché, ils vont devoir importer de la noisette de pays extérieurs. Eh bien, Jean-Pierre, je te le dis, moi, je suis producteur de noisettes, je ne sais plus à quel sein me vouer au moment des élections de chambre. Tout ça, ce sont des exemples très concrets qui dénotent quand même qu'il y a un véritable malaise. Aujourd'hui, un certain nombre d'entre vous font le plein à la station-service et utilisent du B5 ou du B10 avec des biocarburants à l'intérieur. Eh bien, j'ai appris ce matin par la bouche de mon ami Pascal Cos qu'il y avait une nouvelle règle, une nouvelle norme qui allait toucher le colza français et qu'à terme, nous n'aurions plus de production suffisante pour faire nos biocarburants. Et donc qu'il faudrait importer du colza venu de l'extérieur. Vous savez, ce n'est pas un discours qui se voudrait caricatural, trop souverainiste ou nationaliste. C'est un discours de bon sens, et je crois que c'est un discours qui est partagé par bon nombre de nos concitoyens. Sans compter qu'aujourd'hui, chers collègues, et vous l'avez rappelé, Président, nous luttons à armes inégales dans l'histoire. Vous avez parlé tout à l'heure de la rétorsion et des droits de douane imposés par le nouveau président des États-Unis, près de 200% de taxes. Eh bien, les producteurs de cognac sont aujourd'hui frappés par cette mesure qui les amène sur un marché où ils doivent lutter à armes complètement inégales. Et donc, chers collègues, encore une fois, quelles que soient nos obédiences politiques, je crois qu'il est nécessaire et qu'il y a aujourd'hui une impérieuse nécessité de redonner du sens à l'action publique. Sans compter qu'il y a une véritable insoutenabilité entre l'opposition du degré de prélèvement obligatoire dans ce pays, qui est un des plus forts de la zone euro, pour ne pas dire un des plus forts de l'ensemble mondial, et la dégradation de notre service public. Parce que nous ne mentons pas. Nous assistons à quoi? À un effondrement de l'hôpital, à un affaiblissement de l'école,
à un affaiblissement de notre système judiciaire. Et pour autant, les Français n'ont jamais autant payé d'impôts que depuis quelques années. Et donc, il est nécessaire, je le crois, de revenir à ce principe de subsidiarité, de clarifier les missions de chacun. Et Monsieur le Président, je crois que là, on se retrouvera. Il est temps que l'État assume aussi ses missions régaliennes. J'ai découvert, il y a quelques années de cela, quelques mois peut-être, que nous avions en France la chance d'avoir un bonus réparation pour repriser les chaussettes. Tout ça porté par l'État. Formidable. Je ne suis pas du tout contre le rapiessage des chaussettes, mais je ne suis pas sûr que ce soit à l'État d'assumer ce type de mission. Et donc, il est peut-être grand temps et urgent de définir nos combats et de devenir enfin efficients. Car, encore une fois, lorsque je vois, Monsieur le Président, et je vous ai déjà interpellé là-dessus, que la 141, après bientôt 40 ans de travaux, il reste 1 kilomètre à finir pour 16 millions, et que l'État renvoie la balle aux collectivités, les collectivités à l'État. Monsieur le Président, en étant, pardon d'être aussi trivial, mais nous passons collectivement tous pour des pimpins. Pas être capable de finir 1 kilomètre de 2 fois 2 voies en 2024, alors qu'on va récupérer des gens qui sont paumés dans l'espace, moi, pour ma part, ça m'interpelle quelque peu. Sans compter d'autres exemples, le tronçon de dépassement de la RN 147, cher Andrea, chez toi, que nous avons inauguré il y a 4 mois. 4 mois que c'est inauguré, toujours pas utilisable. Les usagers passent sur le tronçon d'à côté sur une seule voie. Comprenne qui pourra. Et donc, chers collègues, l'impuissance publique, l'impuissance politique, je le crois, n'est pas une fatalité. Mais dans un monde en total changement, en total bouleversement, je crois qu'il est urgent collectivement de faire les bons choix sans nous disperser, sans quoi, chers collègues, nous risquons tous de passer à la trappe le bébé et l'eau du bain. Je vous remercie.